Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 6 novembre 2025, c'est notre bulletin numéro 263 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de décider de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Si vous voulez obtenir la carte de la semaine, la carte des opérations militaires, c'est le moyen aussi de le faire. Voilà, mauvaise nouvelle, YouTube a décliné ma demande de réintégration de ma chaîne, en fait, avec ses 185 000 abonnés. Alors, d'un autre côté, je suis assez fier parce que beaucoup l'ont obtenu, mais moi, ils ont refusé, donc ça veut dire qu'ils m'estiment vraiment comme un de leurs principaux ennemis, donc ennemi du gauchisme international. Donc c'est plutôt une décoration. Voilà, j'ai tout de même demandé si je pouvais réouvrir une chaîne, donc je vous en tiendrai au courant. En tout cas, en attendant, vous pouvez me suivre bien sûr sur Odyssée, sur Rumble maintenant, qui est parfaitement accessible en France et qui ne censure pas. Donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à Géopolitique Profonde. Le numéro du mois de novembre est sorti et il y a du beau monde. Sylvain Ferreira, Soral, Laurent Ozon. Donc de quoi passer de bons moments en lisant ce magazine. Voilà, nous vous le recommandons. Ce qui m'a plu cette semaine, évidemment, pour commencer, c'est la fête de l'unité, donc qui a eu lieu le 4 novembre. C'est la fête de la Russie, c'est la fête nationale. Le 9 mai est une fête très importante, mais c'est la fête de la victoire, qui est évidemment un facteur d'unité, la victoire du 9 mai 1945, mais je dirais que c'est plus davantage une fête de l'armée. Mais pour remplacer la fête de la Révolution d'octobre, puisque en fait, par exemple, le 22 octobre correspond au 4 novembre, donc c'est pour ça que la Révolution d'octobre était fêtée en novembre, selon le calendrier julien, et donc il a fallu remplacer, à la chute de l'Union soviétique, il a fallu remplacer cette fête par une fête qui ne soit pas celle d'une guerre civile, puisque les Russes, comme malheureusement les Français encore, célèbrent leur fête nationale. C'était une fête de la guerre civile, donc avec la Révolution d'octobre. Donc il a fallu changer ça et ils ont choisi de fêter le soulèvement des Russes contre l'occupant polonais en 1612, à la fin de la période qu'on appelait des temps troubles, en fait du passage entre la monarchie rurikide et la monarchie, la dynastie Romanov. Donc ça, c'était un moment assez important, et donc c'est un bon choix. Je pense que la France, comme je dis sur Twitter, devrait en faire autant, faire du 14 juillet ce que ça devrait être vraiment, c'est-à-dire la fête de la fédération, donc d'une armée populaire, citoyenne, ça me choque pas trop, mais bien rappeler que c'est surtout pas la fête de la Bastille, de la reddition de la Bastille. Je rappelle que le siège de la Bastille, d'ailleurs, n'était pas pour libérer les prisonniers, c'était pour y voler les armes qui s'y trouvaient, a commencé à 10h du matin et a terminé au début de l'après-midi. Donc il y a absolument rien d'épique. Les sans-culottes, qui étaient des bourgeois punkachiens de l'époque, avaient promis la vie sauve à la garnison qui s'est rendue, et moyennant quoi ils sont fait décapiter. Le commandant de la Bastille a eu sa tête promenée sur une pique. Donc vous voyez la bestialité de la gauche qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. La répression épouvantable, a pris toutes ses structurées à ce moment-là, à partir de 1789. Donc, mais pourquoi pas garder 14 juillet 1790 comme fête de la fédération, de la création de l'armée populaire française, qui est une bonne chose, ça j'en suis persuadé, et puis de revenir le 15 août à la fête nationale, la fête de la Sainte Vierge. Depuis Louis XIII est notre fête nationale. Ce que ça rappelle aussi, j'en ai également parlé sur notre post X, c'est que en fait les Polonais ont agressé pendant des siècles le monde russe avant finalement de recevoir la monnaie de leur pièce. Je rappelle, les Polono-Lituaniens s'emparent d'abord au XIVe siècle de ce qui est aujourd'hui l'ouest de l'Ukraine, mais qui faisait partie de la Rousse de Kiev, c'est-à-dire en gros la Galicie et la Volhynie. Ensuite, ils s'emparent de la petite Russie, donc la Malorussie, qui est en gros l'Ukraine centrale. Et il faut attendre le XVIIe siècle pour que le Tsarat de Russie libère ces territoires qui appartenaient à la Rousse de Kiev, donc il ramène ces territoires à la patrie, à l'exception évidemment de l'ouest de l'Ukraine qui a suivi une route complètement différente et qui aujourd'hui on peut estimer être totalement en dehors du monde russe. Et c'est pour ça d'ailleurs que jamais la Russie ne prétendra à s'emparer de l'ouest de l'Ukraine. Ceux qui disaient que Poutine voulait s'emparer de la totalité de l'Ukraine, évidemment que jamais la Russie prétendra à reprendre le contrôle de ces zones très ensauvagées, en plus où les populations sont très ensauvagées, avec l'uniatisme qui est une véritable secte religieuse. On se demande
comment c'est possible que ça fasse encore partie de l'Église catholique, c'est quand même assez étrange. À cette occasion, Vladimir Poutine a fait un très beau discours sur le patriotisme qui doit remplacer l'idéologie communiste. Et puis on a eu le droit aux vœux donc à la nation russe par les 3 astronautes russes qui se trouvent dans la station spatiale internationale. Comme quoi, on peut passer d'une célébration de la guerre civile à une célébration de l'unité. La France doit suivre cette voie. Ce qui nous a plu également cette semaine, c'est l'interview de Jacques Sapir sur TV Liberté par Élise Blaise. Donc, il fait un point assez global, y compris sur les questions économiques. C'est tout à fait intéressant et en gros, on se rejoint. La première partie d'un article de Pierre-Antoine Plaquevent également sur mai 68 comme une révolution colorée, organisée à la fois par Washington et par Tel Aviv. Puis on se souvient du discours du général de Gaulle. Donc c'est très documenté comme d'habitude avec Pierre-Antoine Plaquevent, à ne pas manquer. Ça va vous étonner, mais ce qui m'a plu aussi, c'est sur LCI, c'est l'interview de Raphaël Grossi, plein de bon sens, plein de sagesse, et ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. On s'aperçoit également qu'il parle extrêmement bien français, mais ça je le savais, je l'avais entendu sur RT en français, et je rappelle que cette personne qui est un artisan de paix, selon moi, est candidat pour être secrétaire général des Nations Unies, et il a obtenu le soutien de la Russie et de la Chine. Donc c'est plutôt une bonne chose, voilà, à voir cette interview. Et puis dernière chose qui m'a plu, c'est sur la chaîne YouTube Grand Angle. C'est une analyse des âneries du turbosocialisme à la Piketty et à la Zuckman. Donc l'auteur a pris la peine d'aller lire le livre de Piketty. Moi j'avais juste lu le rapport qu'il avait fait sur les soi-disant inégalités en Russie, qui était complètement bidon, parce que souvenez-vous, pour ceux qui avaient vu mon émission à l'époque, en fait, il s'était fondé sur les déclarations d'impôts des Russes pour estimer la richesse et donc les inégalités. Or, les Russes ne font pas de déclaration d'impôts, sauf s'ils ont des revenus en dehors de leur salaire. Les salaires sont prélevés à la source. Et quand d'ailleurs vous négociez un salaire avec un employé, en fait, il vous parle du salaire qu'il aura dans la poche après l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de notion de brut ou de net qui ne veut absolument rien dire. C'est combien j'ai dans la poche tous les mois et que je pourrais dépenser. Voilà, donc c'est là où j'avais compris que Piketty était un escroc, ou en tout cas un incompétent, et visiblement son élève Zuckman l'est aussi. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il décortique tout. Et par conséquent, je suis tombé sur une autre vidéo, la précédente vidéo, sur la coalition des gauches du Parlement français, du RN à LFI, et ça aussi c'est très très bien analysé, très documenté. Ça rejoint évidemment le livre noir de la gauche française. Et il faudrait vraiment que je rajoute un chapitre qui s'intitulerait « La gauche française et l'économie, des vols des biens du clergé au vol de la classe moyenne ». Je pense que quelque chose comme ça qui pourrait correspondre. Voilà ce qui m'a plu cette semaine. Économie maintenant, et avant tout, n'hésitez pas à venir investir en Russie. Pour ça, vous pouvez ouvrir un compte. On a toute une gamme de services qu'on vous propose. Il faut aller voir sur Divergence Services en description de cette vidéo. Malgré le ralentissement très fort de l'économie dû au taux excessif de la Banque centrale, je me tue à le répéter, la situation économique évidemment pourrait faire largement envie à la France et même aux autres pays du G20, puisque la Russie a le taux de chômage le plus bas de tous ces pays du G20, ce qui montre qu'encore une fois les fondamentaux russes sont excellents. Économie toujours, et où l'on parle du retour possible ou impossible des investisseurs étrangers en Russie suite aux sanctions qui ont été prises en 2022. Donc beaucoup d'entreprises ont été poussées à quitter le pays par leurs actionnaires, par les gouvernements bien sûr qui les menaçaient. Ça a été le cas de Renault en France, ça a été le cas de Legrand, ça a été le cas de la Société Générale Rosbank, voilà. Toutes ces sociétés-là, sous la pression de l'actionnaire ou de l'État français ou des deux, eh bien, ont dû quitter le pays. Et c'était également le cas du japonais Mazda, qui avait une usine à Vladivostok et bien qui ne pourra vraisemblablement pas rentrer, puisque le temps de retour, en fait, qui avait été négocié pour 3 ans, a été dépassé. Donc, pour vous expliquer, c'est-à-dire que Mazda, comme Renault, est parti à tout donner son patrimoine industriel en Russie pour un copec, mais avec un droit de retour. Et le problème, c'est que ce droit de retour devait avoir lieu au bout de 3 ans, et Mazda a décidé de ne pas revenir, sans doute sous la pression, j'allais dire du gouvernement japonais, mais plus vraisemblablement de Washington sur le gouvernement japonais. Pour la France, c'est des choses qui pourraient se passer. Alors Renault a tout abandonné. Alors Renault, c'était considérable, je crois qu'il y a 800 millions d'euros d'actifs, hein. C'était le plus gros producteur de voitures
en Russie, tout compris, pas seulement de voitures étrangères, de voitures en Russie, puisqu'ils avaient racheté Avtovaz, qui produisait la fameuse Lada. Donc Renault a un droit de retour au bout de 6 ans. Donc on a encore un petit peu de marge. Je pense que la guerre sera terminée l'année prochaine. Donc on pourra peut-être essayer de revenir, puisque Renault est parti pareil sur un copec. Évidemment, Renault n'a pas le choix, puisque l'État français est actionnaire. Donc comme sur Alstom, comme sur Airbus, là où l'État français est actionnaire, ou là où il peut mettre la pression, eh bien ça permet toutes les trahisons possibles et inimaginables. Et encore une fois, on peut souligner le courage de Dassault, qui heureusement n'est pas contrôlé par l'État français, sinon aurait largement déjà été abandonné, trahi, vendu à la découpe comme le reste. Tandis que l'Union européenne s'enfonce dans les sanctions et que Donald Trump fait semblant d'en mettre contre la Russie, eh bien, Washington a levé les sanctions sur la compagnie Belavia, qui est la compagnie biélorusse. Donc ça, c'est quand même quelque chose de significatif. Et c'est important puisqu'il pourra donc a priori de nouveau avoir des vols directs entre Minsk et les États-Unis. Alors visiblement, ils auront à survoler une partie du territoire russe et puis après, ils pourront bien survoler la mer Baltique et puis direction les États-Unis. Donc ça, pourquoi c'est important? Non seulement parce que c'est une bonne chose pour la Biélorussie, mais je pense que lorsque les sanctions commenceront à être levées, y compris celles des États-Unis par rapport à la Russie, c'est une des premières choses qui va se lever. Parce que le fait de ne pas pouvoir survoler le territoire russe, ça rend extrêmement peu compétitif des vols, notamment vers l'Asie, même si les États-Unis peuvent y aller en survolant le Pacifique. Donc malgré tout, ça handicape et ça appauvrit les compagnies aériennes qui ne sont pas... qui ne peuvent plus tenir la concurrence, puisque eh bien, il faut emporter plus de carburant pour faire plus de chemin, pour faire le tour de la Russie. Et ce qui fait que je crois que c'est British Airways, je crois que la compagnie allemande, également Lufthansa, ont arrêté les vols vers l'Asie parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Voilà, encore une fois, c'est se tirer une balle dans le pied, et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'aime bien faire l'Union européenne. Il y a vraiment une volonté de détruire tout ce qui est industrie, tout ce qui rapporte de l'argent, tout ce qui est productif dans l'économie européenne. Une volonté nourrie par les néoconservateurs et leurs relais au sein de l'Union européenne, ou dans les pays comme par exemple la France avec Emmanuel Macron. Voilà, donc ça c'était une bonne nouvelle pour la Biélorussie, et ça augure de bonnes nouvelles également pour la Russie. J'avais anticipé que les sanctions contre Lukoil et Rosneft, donc qui ont été mises par Donald Trump, n'auraient que peu de conséquences sur les ventes de pétrole à la Russie. Eh bien, ce n'est plus moi qui le dis, c'est le PDG, l'équivalent du PDG, le chef de l'exécutif de Gunvor, qui est un des principaux traders pétroliers dans le monde, et donc qui a donné une interview à Bloomberg et qui a dit qu'effectivement les Russes trouveraient, même si c'est pas directement, les moyens de vendre leur pétrole aux Chinois et aux Indiens, c'est les deux principaux clients, et que donc ils ne pensaient pas que ce manque de pétrole russe sur le marché provoquerait une hausse des prix, puisqu'en fait il ne manquerait pas. Et c'est exactement ce qu'a dit d'ailleurs Pouyanné, le directeur général de Total. L'annonce des sanctions a provoqué une augmentation de 5%, hop, ça c'est mis dans la poche des Russes également, mais après les prix vont de nouveau se stabiliser, car encore une fois, on ne peut plus arrêter les ventes de pétrole russe, sauf à couler les tankers, ce qui évidemment est le fantasme des fous de la Baltique, la Pologne et les 3 pays baltes. La Hongrie, elle, est inquiète, elle espère obtenir de Trump, avant que l'application des sanctions soit définitive, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du mois de novembre, donc la levée des sanctions. Les relations entre Orban et Trump sont plutôt bonnes. On va voir ce que ça va donner. Mais évidemment, c'est un enjeu extrêmement important pour la Hongrie. C'était toujours un objet notamment de chantage de Zelensky vis-à-vis de la Hongrie, vis-à-vis de la Slovaquie. Côté russe, évidemment, c'est un moins d'enjeu parce que les volumes qui sont livrés à la Hongrie sont assez faibles par rapport à ce qu'exportent les Russes dans la totalité. Et parallèlement à ça, et toujours dans le domaine de l'énergie, la construction de la centrale nucléaire par les Russes, PAX-2, en Hongrie, a commencé. La Hongrie travaille déjà dans le domaine nucléaire avec la Russie, puisqu'elle a hérité de réacteurs nucléaires qui ont été fabriqués à l'époque soviétique, et elle développe son parc nucléaire,
également grâce à la Russie. On ne sait pas ce que va donner le pétrole russe en Hongrie. En revanche, l'hiver s'annonce très très dur pour ces malheureux Ukrainiens. Donc, je rappelle, les Russes, en réponse aux attaques dans la profondeur de l'armée otano-kievienne, a riposté par des frappes massives sur tout le réseau électrique, sur tous les systèmes de production électrique. Et ça produit des effets tout simplement catastrophiques. Le directeur de Ukrenergo, donc qu'on avait déjà cité, monsieur Alexandre Zachenko, a dit que les Ukrainiens ne devaient pas atteindre le confort de 20-22 degrés dans les appartements et qu'il fallait moins chauffer parce que sinon ça ferait sauter le système. Donc là, on en est là. On voit les résultats d'ailleurs de ces bombardements sur les systèmes électriques, c'est que les Ukrainiens ont ressorti les trains à vapeur de l'époque soviétique, d'ailleurs, une fois de plus. Heureusement que les communistes étaient là, parce que c'est pas les Ukrainiens qui pourraient fabriquer une motrice ni à vapeur ni diesel. Je l'avais expliqué dès 2022, c'est-à-dire que l'essentiel, peut-être plus de 95% du trafic ferroviaire ukrainien construit par les communistes, était électrique et qu'il existait très peu de motrices diesel avec un écartement plus large que celui du reste de l'Europe, ce qui fait que c'était très dur de trouver des motrices pour remplacer les motrices ukrainiennes, ce qui explique encore une fois l'utilisation du train à vapeur. Ça ne manque pas de charme. Politico-diplomatique maintenant, et on reparle une nouvelle fois des actifs russes, mais ça pas du point de vue économique, mais du point de vue politique. Comme on l'avait déjà dit, finalement, la décision que j'attendais jeudi, il y a 10 jours, de vol des avoirs russes, je pensais que de toute manière, dans la mesure où les acteurs européens sont irrationnels, l'Union européenne est irrationnelle et fanatisée, et au bout du rouleau, on peut le dire, je pensais qu'ils finiraient par voler les actifs russes, en prêtant de l'argent à l'Ukraine, adossé sur ces actifs. On parle de 200 milliards autour de 200 milliards d'euros, mais qui sont bloqués dans Euroclear, qui est une société en Belgique, et 200 milliards d'euros, c'est quasiment un tiers du PIB belge. Donc évidemment, les Belges ne veulent pas prendre la responsabilité, et donc ils ont demandé des garanties aux pays européens. Mais pour ça, il faudrait que tous les pays européens soient d'accord. Et Orban, Fico, Babiš, d'ailleurs merci de m'avoir corrigé au passage de la prononciation de Babiš, hors de question qu'ils engagent leur pays pour rembourser dans quelques années ce qui aura été volé aux Russes, puisque c'est tout simplement du vol, et devant les tribunaux internationaux, ça ne tiendra pas. Donc la décision du vol ou du non-vol est repoussée en décembre, le 18 décembre, 19 décembre 2025, donc la veille de Noël. Et encore une fois, contrairement à ce que je pensais, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il y avait un article dans le Corriere della Sera qui disait cela, et qui expliquait que sinon il allait falloir trouver un moyen de permettre à l'Ukraine de tenir. Donc ça voudra dire prêter de l'argent directement de la France ou de l'Allemagne vers l'Ukraine. Mais je vois pas comment on va pouvoir expliquer aux Français que le régime socialiste est en train de racketter pour maintenir son train de vie absolument délirant. Je vois pas comment on va l'expliquer qu'on va leur voler de l'argent, en plus pour le donner à l'Ukraine, puisque rien ne sera remboursé. C'est pas un prêt, c'est un don dans la réalité. Donc là, on est vraiment à un moment charnière. Ce qui est clair, c'est que Washington ne donnera pas un cent, et donc ça peut aussi accélérer la fin de la guerre. Voilà. Là, je pense qu'on est à un tournant. C'est d'ailleurs comme ça que c'est interprété dans pas mal d'articles de presse, puisqu'il y a toute une partie des médias, alors pas français, mais qui commence à regarder un peu les choses en face. Donc à suivre, on est dans un moment extrêmement intéressant, et visiblement Donald Trump l'a déjà anticipé. Je pense que Donald Trump aussi pense que la guerre se terminera en 2026. Politico-diplomatique toujours, et diplomatie nucléaire, ou plutôt dissuasion nucléaire. Donc on est toujours un peu dans l'escalade verbale, pour l'essentiel, suite donc à l'annonce qui a été faite par Vladimir Poutine que les tests sur le Poséidon, le drone sous-marin, et le Burevestnik, donc le missile à propulsion nucléaire, les tests étaient positifs, mais ils sont toujours pas rentrés en fonction, encore une fois. Donc suite à ça, Trump a dit qu'il fallait reprendre des essais nucléaires. Alors à l'instant, il ne s'agit pas de faire sauter des bombes, comme l'a précisé un des membres de l'administration américaine, mais il y a eu un tir de Minuteman III, donc c'est un missile
intercontinentale. Donc ce qui est encore une fois normal, tester ses armements, c'est d'ailleurs ce que dit Raphaël Grossi sur LCI, tester ses armements pour des pays qui ont officiellement l'arme nucléaire, montrer qu'ils sont capables de frapper très loin, très vite, très fort et d'avoir la riposte en second. Tout ça est normal. Donc malgré tout, la réaction côté russe suite aux déclarations de reprendre des essais nucléaires, même si pour l'instant, encore une fois, on parle davantage de simulation, la réaction russe a été très ferme comme d'habitude, avec un rappel de la doctrine, et Vladimir Poutine a demandé donc à ses services de se renseigner sur la réalité de la reprise de ces essais nucléaires, et le cas échéant, la Russie elle-même sortirait du traité qu'elle respectera, elle ne prendra pas l'initiative d'en sortir elle-même, mais si l'Amérique se remet à faire des essais nucléaires, dans ce cas, elle reprendra ses essais en Nouvelle-Zélande, et donc au nord de la Russie, dans l'Arctique. Terrorisme maintenant. Alerte SVR sur une attaque sur la centrale nucléaire d'Energodar. Je rappelle, c'est la centrale nucléaire d'Energodar, c'était la plus grande centrale nucléaire en Ukraine. Les Russes en sont emparés en une semaine, quasiment, tout au début de l'opération militaire spéciale, et depuis, ils la contrôlent. Kiev a plusieurs fois attaqué pour essayer de provoquer des incidents, pour forcer les Russes à quitter la centrale. Les Russes ont dit non. Raphaël Grossi et la IEA ont joué un rôle extrêmement important pour empêcher l'escalade. Mais là, désormais, comme je pense que derrière c'est Londres, une fois de plus, l'OTAN est aux abois et tout doit être utilisé. Et ce qui m'a vraiment à la fois intéressé et plu, c'est que le SVR a comparé ça au MH17. Le MH17, alors je vous renvoie à mon bouquin Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. J'ai décrit ce qui s'est passé. J'ai également publié dans Géopolitique Profonde un article à ce sujet, mis à jour. Donc le MH17, pour moi, était un tir délibéré. Il fallait détruire un Boeing, accuser la Russie pour pouvoir obtenir de vraies sanctions contre la Russie de la part de l'Union européenne. Puisque l'administration américaine était furieuse après les premières sanctions, après la réunification de la Crimée, ça avait fait rigoler tout le monde. Et là, des sanctions sérieuses, en revanche, ont été prises après la destruction du MH17, donc je pense délibérément par l'armée ukrainienne, avec la bénédiction, à l'époque de la CIA et du MI6. J'en suis quasiment persuadé, et visiblement c'est ce que pense également le SVR. Donc là évidemment l'idée c'est de provoquer un accident nucléaire grave, avec fuite radioactive, et puis contamination d'une partie du territoire ukrainien, pourquoi pas même y compris des territoires anciennement russes, et puis pourquoi pas un nuage qui se déplacerait jusque vers de l'Europe de l'Ouest. Donc c'est tout à fait possible. Je pense que du côté de Londres, on est tellement paniqué par la victoire russe qui paraît de plus en plus inéluctable qu'ils sont prêts à aller jusque-là. Voilà. Donc il faut le savoir. Si jamais ces attaques contre la centrale nucléaire d'Energodar se produisent, derrière, ce sera une opération signée MI6. J'en mettrai ma tête à couper. Terrorisme encore, et cette fois c'est le terrorisme contre l'église orthodoxe en Ukraine. Donc arrestation de prélats, attaque de bandes armées contre les églises. Finalement, le régime de Zelensky fait subir à nos frères orthodoxes exactement ce que la Révolution française, ce que la gauche française a fait subir au clergé français, aux catholiques français. Espérons que ça ne se termine pas par un génocide, comme ce fut le cas en Vendée. Terrorisme encore, sur les réseaux sociaux russes, des images terribles ont circulé, puisque on observe donc dans la région de Pakrovsk ce qu'on a observé à chaque fois que l'armée russe arrive, c'est-à-dire que les personnes âgées restent en attendant l'armée russe. Nous, souvenez-vous, avec Nicolas Mirkovitch et Ouest-Est, d'ailleurs n'hésitez pas à faire un don, on était allé au mois de mai à Ougledar, et on avait effectivement de cette ville, je crois qu'il y avait 10 000 habitants, il n'y avait plus que les personnes âgées qui étaient là, qui avaient accueilli l'armée russe comme une armée de libération, et qui d'ailleurs étaient ravis de nous voir. J'en avais parlé dans mon bulletin à l'époque. Et bien là, c'est la même chose qui se passe, c'est-à-dire que les personnes âgées soit attendent les Russes, soit essayent de rejoindre les troupes russes. Et ce qu'ont fait les terroristes otano-kieviens, c'est qu'ils ont envoyé des drones pour faire exploser ces personnes âgées. Donc je ne vous montrerai pas la phase finale de ces vidéos, mais c'est pour bien vous montrer contre quoi nous nous battons. Je dirais nous, l'Europe chrétienne civilisée, face à ces sauvages qui sont prêts à tout. Voilà. C'est vraiment terrible. Armement maintenant, et malheureusement, j'avais raison, c'est-à-dire que
les promesses de Lecornu lorsqu'il était ministre de la Défense de réarmer la France, de relancer une souveraineté militaire-industrielle dans tous les domaines, était un leurre, était un mensonge, puisqu'il n'y a toujours pas de commande, de véritable commande pour toute une partie de ce qui était promis. C'est ce qu'avait d'ailleurs souligné le général Gomard, qui est député LR, je crois, mais qui était chef du renseignement militaire en 2014, qui avait dit que pour l'instant, le complexe militaire-industriel français ne voit pas les commandes arriver. Donc, soit ils n'investissent pas parce qu'ils ne voient pas les commandes arriver, avec des garanties que même si la guerre s'arrête, eh bien les commandes seront maintenues, soit tout simplement les entreprises ont investi et se retrouvent sans commande. Et c'est ce qui s'est passé avec la fonderie de Bretagne, qui était censée produire 250 000 obus et qui en a produit 0. Donc une fois de plus, c'était du blabla, des menaces contre la Russie, alors qu'en fait, on n'est absolument pas capable de faire la guerre, ni contre la Russie, ni contre le Maroc, ni contre l'Algérie, ni contre le Liechtenstein. C'est la misère complète. Et bien sûr, vous ne trouverez aucun généraux de plateau, aucun chef d'état-major de l'armée de terre ou de l'armée française pour mettre sa démission en jeu, pour obtenir que les engagements, les promesses de Lecornu soit tenu. Voilà. Donc, alors évidemment, moi je suis franchement très content que ces obus ne viennent pas tuer les soldats russes, mais d'une manière générale, tôt ou tard, les nationaux conservateurs reviendront au pouvoir en France et nous aurons besoin d'avoir une armée, un outil un militaire industriel performant. Et ça, c'est ce qui est en train d'être sacrifié par le régime socialiste d'Emmanuel Macron. Empire du mensonge maintenant, et Dick Cheney est mort. Alors Dick Cheney, si vous ne vous souvenez pas, il était vice-président de George Bush Jr. et il a mis le monde à feu et à sang. Il est responsable de tous les fiascos militaires américains, donc l'Irak, l'Afghanistan, c'était lui également. Donc il a poussé systématiquement en utilisant les mensonges, c'est pour ça qu'il fait évidemment partie de l'empire du mensonge, à des guerres contre l'Irak, en prétextant les armes de destruction massive. Il a poussé Saakashvili à rentrer en guerre pour lancer l'épuration ethnique de l'Ossétie du Sud, et ensuite il devait y avoir l'Abkhazie qui devait y passer. Là, pas de bol, ils sont tombés contre l'armée russe qui les a ratatinés en 5 jours, mais c'est lui qui était derrière tout ça, donc c'était un personnage extrêmement mauvais, Dieu lui pardonne. Là, normalement, je n'aime pas dire du mal des morts, mais là, c'est plutôt à toute cette caste néoconservatrice qui entourait George Bush auquel je m'attaque, et qu'il avait formé d'ailleurs ce qu'on appelait la bande de Cheney, et dans lequel vous trouviez Donald Rumsfeld, le premier à avoir parlé de frapper en premier avec des armes nucléaires, Condoleezza Rice, qui, après le refus de la Russie, de la France et de l'Allemagne de participer à la deuxième guerre en Irak, eh bien, avait dit, souvenez-vous, il faut pardonner à la Russie, ignorer l'Allemagne et punir la France. Et nous avons été punis. Nous avons été punis par Nicolas Sarkozy, nous avons été punis par François Hollande et nous sommes punis aujourd'hui par Emmanuel Macron. Et ensuite, on aura Jordan Bardella, je sais pas qui, mais pour l'instant, la punition continue et c'est ça qui est vraiment terrible. Cela dit, il n'est de péché qui ne puisse être pardonné, donc eh bien, espérons qu'il se sera confessé avant de mourir et que le bon Dieu sera clément. Voilà, soyons de bons catholiques, de bons chrétiens. Et tout de suite, le moment grand architecte. Le grand architecte m'interpelle. Il est la balance qui pèse mes actes et les juge. Alors, vous savez que le grand architecte a un messager sur Terre, et surtout sur LCI, qui s'appelle Alain Bauer, qui était le grand maître du Grand Orient. Donc, lui parle directement avec le grand architecte, et il a des informations que nous n'avons pas, notamment sur l'économie russe. Là, il raconte toujours assez souvent n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça que le grand architecte voit les choses. Et là, je pense que le grand architecte s'est quand même un petit peu moqué de lui, et écoutons Alain Bauer. Poutine ne peut pas admettre de ne pas avoir le petit bout de Donetsk. Une fois qu'il aura eu ça, la question c'est veut-il s'étendre ailleurs ? Il veut Kaliningrad, la Géorgie et l'Ukraine. Bon. Donc voilà, ce qu'explique Alain Bauer, c'est que comprend pas pourquoi Poutine s'acharne sur ce petit morceau du Donbass. Donc visiblement, il n'est pas au courant des buts de guerre russes, parce que c'est pas que le petit morceau du Donbass qui lui manque, c'est la rive droite du Dniepr de Kherson et la région de Zaporozhye également. Donc voilà, et ça peut, et encore une fois, ça peut augmenter. Donc ça, le grand architecte ne lui a pas expliqué. La Géorgie, je pense que les Russes, le statu quo actuel leur va très bien. D'ailleurs, je pense que les Russes aujourd'hui ne seraient pas opposés à ce qu'il y ait des négociations pour que les Géorgiens qui ont fui les combats, en Ossétie du Sud, il y avait des Géorgiens qui habitaient, qui ont dû fuir les combats quand les Russes ont contre-attaqué, eh bien qu'ils puissent soit retrouver leurs terres, soit dédommagés, enfin de trouver un moyen de mettre fin finalement à ce conflit entre la Russie et la Géorgie. Mais là, évidemment, beaucoup ont ouvert de grands yeux, ou plutôt tout grandes leurs oreilles, c'est Kaliningrad. Alors, Kaliningrad,
normalement, hein, depuis 1946, fait partie de la Russie, ancien Königsberg. Voilà. Et donc, d'ailleurs, j'y suis allé en vacances depuis 2020, tous les ans quasiment, et donc j'étais persuadé que c'était un territoire russe, mais visiblement, pour le grand architecte, ce n'est pas encore un territoire russe. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que Darius Rojbin, l'émission suivante, donc a de nouveau interviewé Alain Bauer, le messager, et il lui a dit oui par rapport à Kaliningrad, et Alain Bauer n'a même pas réagi. Donc, soit il était vexé qu'on lui mette devant la face son ignorance crasse, soit il croit toujours que Kaliningrad ne fait pas partie de la Russie parce que le grand architecte le lui a dit. Voilà, cela dit, son ignorance crasse de la Russie, de l'Ukraine, ne l'empêchera pas d'avoir son rond de serviette et de faire des commentaires à 2 balles sur LCI. Et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Alors, il y a 2 moments bunker aujourd'hui, décidément, ces dernières semaines, je vous gâte avec 2 moments bunker à chaque fois. Le premier, c'est l'opération Sky Shield. Non, ce n'est pas le dernier James Bond, c'est, vous vous souvenez, une initiative alors qui a été énormément reprise par le colonel Goya, par Cyril Amourski, donc qui est passé de LCI à BFM TV, hein, c'est un espèce d'adolescent attardé qui se prétend journaliste, et puis notre hôtesse de l'air préférée, Titelman. Donc ils ont organisé dans un théâtre à Paris, ils ont organisé une soirée pour obtenir que l'OTAN intervienne pour abattre les aéronefs au-dessus de l'Ukraine, puisque ça supposerait, pour que ça marche, eh bien que les avions de l'OTAN rentrent à l'intérieur du territoire ukrainien. Auquel cas, ils se feraient laminer par la chasse russe. Hein, je rappelle, les Russes ont des missiles qui portent au moins jusqu'à 300 km, qui n'ont pas d'équivalent du côté de l'OTAN. Et ça m'a fait penser, allez, une petite réduction à Hitler Room. Encore une fois, je ne compare pas les deux idéologies, le national-socialisme et le gauchisme internationaliste de l'Union européenne, mais les comportements, encore une fois, les pathologies du perdant sont les mêmes. Et juste après la bataille de Stalingrad, donc début 1943, donc après la défaite, il y a Goebbels, pour remonter le moral de la population, fait un grand meeting au Sportpalast à Berlin, et dans lequel il demande aux Allemands « Wollt ihr den totalen Krieg ?» Voulez-vous une guerre totale ? Comme si l'Allemagne, en février 43, n'était pas déjà en guerre totale, mais c'était histoire de dire, vous allez voir ce que vous allez voir, maintenant, en fait, là, on faisait que s'échauffer, mais là, ça va faire mal. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la situation économique, humaine, catastrophique, démographique, sur le terrain, on va le voir, est catastrophique, mais wollt ihr den totalen Krieg? Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas la Totalen Krieg, mais ça va être le Sky Shield. Donc, un grand moment de ridicule dont seuls les gauchistes français sont capables. Et le deuxième moment bunker, alors là, pour le coup, ça se passe vraiment dans un bunker, c'est Zelensky qui est allé voir ses troupes. Donc, a priori, c'était dans la région de Dobropila. Donc, il a visité Azov. Alors, je pense qu'il a visité les seules troupes qui se tiennent encore bien parce qu'il refuse d'y aller. Il faut savoir que, d'après les informations qu'on a du côté y compris des réseaux sociaux ukrainiens, c'est que Syrski, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a demandé à Azov d'aller contre-attaquer sur Pakrovsk. Ils ont dit non, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, on est dans l'UAzov, hein, c'est-à-dire échec à Mariupol, échec à Avdiivka, ils partent en courant à la première occasion, et donc, mais du coup, l'unité est en bon état. Donc, c'est celle qui est allée visiter Zelensky. Alors, évidemment, ça fait rigoler tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est que le sigle d'Azov ressemble quand même un petit peu à la Das Reich. Donc voilà, d'ailleurs, c'est assez drôle, hein, quand on sait ce que pensaient les nazis de ces pauvres Ukrainiens qu'ils considéraient comme des sous-hommes. Le Reichskommissar qui dirigeait la région Ukraine, Eric Koch, de mémoire, les considérait comme une race de lapins, je cite, donc avec un mépris épouvantable. Et donc, mais bref, ça ne les empêche pas de célébrer les SS. Mais aussi, ce qui est incroyable, c'est que de son bunker, Zelensky nous annonce que ça y est, l'armée ukrainienne est en train de contre-attaquer à Pakrovsk et de liquider les troupes russes dans Pakrovsk. Voilà. Et pareil du côté de Kupiansk. Alors, vous savez, moi je suis Yuri Podolaka. Il est catégorique que même s'il y a des combats qui sont très durs, d'ailleurs pas vraiment à Pakrovsk, mais surtout du côté de Kupiansk, pour l'instant, toutes les contre-offensives otano-kieviennes sont en train d'échouer. Donc, la question qui se pose, c'est soit Syrski et Yermak lui mentent, donc il vit dans un monde parallèle,
soit tout le monde ment à tout le monde, ou soit il raconte n'importe quoi et il se dit il faut que je tienne jusqu'au 18 et au 19 décembre pour qu'on me donne l'argent qui aura été volé aux Russes. Mais si jamais les Occidentaux voient que le front s'écroule, évidemment, ils vont être de moins en moins tentés de prêter de l'argent ou de voler les actifs russes. Je pense que il y a un mélange des deux explications, mais là c'était vraiment c'est l'extrait encore une fois dans la chute, quand on apprend à Hitler que l'armée Steiner ne viendra pas. Et donc, je pense qu'on est avec Zelensky juste avant ce moment-là. On lui a pas dit que pour l'instant que l'armée Steiner ne viendrait pas ou l'armée Wenck, mais on est dans cette espèce de pathologie comportementale, encore une fois, du perdant qui refuse de voir la réalité et qui reste dans son bunker en croyant au miracle. Considération militaire générale maintenant, assez rapidement, le journal allemand Die Welt nous a annoncé qu'il y avait à peu près 8000 Sud-Américains parmi les mercenaires qui sont recrutés par le régime de Kiev. Pourquoi des Sud-Américains? Parce qu'ils sont pas chers. Ce que nous dit également Welt, c'est qu'au début, l'OTAN essayait de recruter des mercenaires qui avaient un minimum de connaissances militaires. Là, maintenant, ils prennent le tout venant. Il y a, sur ces 8000 soldats, il y a 2000 Colombiens. Donc, c'est un problème de sécurité, puisque, finalement, ils viennent se former à l'utilisation des drones. Donc, c'est plutôt ça qui devrait préoccuper Donald Trump plutôt que le Venezuela. C'est-à-dire que quand ces braves Colombiens vont revenir et vont commencer à s'attaquer aux forces de l'ordre en utilisant les drones, de la même manière quand les vétérans ukrainiens qui viendront se réfugier en France après la guerre vont commencer à attaquer les fourgons de la Brinks avec des drones, ça va être beaucoup moins rigolo, ou les prisons avec des drones et des explosifs, ça va être beaucoup moins rigolo. C'est plutôt là le danger pour la France plutôt que l'armée russe. CNN nous a fait une belle opération d'intoxication en nous expliquant que le Pentagone avait donné son autorisation pour livrer des Tomahawk. On se souvient que Donald Trump avait dit que l'Amérique ne pouvait pas livrer parce qu'elle en avait besoin elle-même. Effectivement, les systèmes terrestres en question sont peu nombreux dans l'armée américaine. Et puis de toute manière, si vraiment les États-Unis veulent faire des frappes sur le Venezuela, sur l'Iran, sur je sais pas qui, ils ont besoin de ces Tomahawk qui coûtent quand même très cher. Donc ça, c'était une des explications que Trump avait données. Et le CNN donc a sorti cet article et avec ce titre mensonger pour faire croire qu'en fait le Pentagone finalement était d'accord. Et une manière de mettre la pression sur Trump. Vas-y maintenant, maintenant qu'on a dit que le Pentagone était d'accord, tu peux y aller. Donc je pense que c'est faux. Je pense que de manière Trump n'a pas demandé l'avis du Pentagone. Pete Hegseth suit les ordres de Trump à la lettre, et que c'était un coup de pression des néocons dont CNN est le média numéro 1 pour essayer de prolonger cette guerre coûte que coûte et surtout d'impliquer le plus possible les États-Unis. On parle un petit peu d'espionnage. Il y a eu 2 cas cette semaine qui ont été tout à fait intéressants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, il y a eu ce qu'on croyait être un gauchiste biélorusse qui avait été arrêté parce que son avion avait dû se poser à Minsk. Suite à une alerte, c'était pas très clair. Et donc cette arrestation avait provoqué toute une vague de sanctions contre la Biélorussie, notamment sur Belavia, celle qui vient d'être levée. Et ce jeune homme dont j'oubliais le nom qui s'était fait arrêter, finalement avait tourné kazakh et s'était mis à soutenir Loukachenko, le président biélorusse. Donc tout le monde avait été étonné, tout le monde disait que c'est parce qu'il avait été menacé, torturé, etc., etc. J'avais émis l'hypothèse à l'époque qu'en fait c'était un agent infiltré. Eh bien, c'est ce qu'a dit Loukachenko, c'est la déclaration qu'il vient de faire. Et ce qui est amusant, c'est que ce pauvre post-adolescent Cyril Amourski, il lui est arrivé la même chose. Un Russe qu'il croyait être un authentique gauchiste anti-Poutine s'est avéré un agent infiltré dans ces milieux gauchistes. Donc, comme on le voit, les services biélorusses, alors qui s'appellent toujours le KGB d'ailleurs, et les services russes, donc là c'est plutôt une opération du SVR, fonctionnent remarquablement bien. Dernière considération militaire générale que je dois au compte X de l'excellent Sylvain Ferreira, c'est les dernières manœuvres à Calvi, du 2e REP en plus, donc régiment d'élite de l'armée française s'il en est. Et donc ce qu'on avait déjà vu dans d'autres manœuvres qui ont lieu en 2025 sur le territoire français, ils n'ont toujours rien compris. Là, on les voit agglutinés à la merci du moindre drone FPV à 500 €. Donc encore une fois, c'est très inquiétant. Non seulement d'un côté on menace la Russie de lui faire la guerre, et deuxièmement, nos unités, lorsqu'elles manœuvrent, en plus devant les civils, montrent qu'elles n'ont toujours rien compris à la guerre. La guerre moderne, la guerre d'haute intensité, telle qu'elle se déroule en Ukraine. Et en plus, il ne faut pas croire que même si on allait dans les théâtres de prédilection de l'armée française, c'est-à-dire en Afrique ou pourquoi pas au Moyen-Orient, en Syrie, par exemple, c'est pas parce que c'est pas l'armée russe en face qu'ils ne sauront pas utiliser des drones FPV.
Donc ces opérations qui normalement faisaient très peu de morts parmi nos soldats risquent d'en faire énormément. Donc parce que, encore une fois, le commandement français, le ministère de la Défense français est complètement inapte. Il faut vraiment faire quelque chose. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par quelques frappes dans la profondeur. Et tout d'abord, frappe ukrainienne contre donc des bateaux civils. Il y avait notamment un tanker qui a été touché dans le port de Tuapse à cet endroit-là. Donc en fait l'opération a complètement échoué, aucun navire militaire n'a été touché et même ce tanker finalement n'a pas suivi de gros dommages. Pour l'instant en tout cas les Anglais, puisque c'est eux qui organisent ces opérations, n'ont pas trouvé de solution au nouveau système de défense russe et finalement c'est ces opérations qui coûtent cher parce que un drone marin ça coûte je crois autour de 250 000, 300 000 euros alors que les Lancet qui viennent les détruire ne coûtent que autour de 10 000 euros. Donc aujourd'hui ces opérations ne sont absolument pas rentables et pour l'instant les Anglais n'ont pas trouvé de solution. À suivre. Frappe dans la profondeur et désormais la ville de Kharkov est atteignable par des bombes planantes. Vous vous souvenez, désormais les Russes ont mis un petit booster, donc ce qui fait que tranquillement ils peuvent tirer de très loin et ils peuvent toucher les installations énergétiques ou militaires de Kharkov. Encore de l'incompétence du côté du commandement otano-kievien, puisque une remise de décoration s'est terminée par un tir de missile Iskander qui a tué tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est là où les Ukrainiens subissent leurs plus grosses pertes, puisque avec un tir, vous avez 300 morts. Donc cela est très caractéristique de cette baisse du professionnalisme de l'armée otano-kievienne dont nous avions parlé. Vous vous souvenez, en 2022, j'avais mis une petite punaise rouge sur la localité de Barvinskovo, à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que c'est un nœud extrêmement important, un nœud logistique. Et d'ailleurs, Jean Lopez en parlait dans son ouvrage sur la deuxième bataille de Kharkov, à cet endroit-là. Donc j'avais mis cette punaise parce que ça doit être un objectif stratégique pour les Russes. En attendant que les Russes s'en emparent, là, le régime otano-kievien a annoncé que désormais, les trains pour Slaviansk ou Kramatorsk s'arrêteraient à Barvinskovo, à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que désormais, toute cette zone-là est sous le contrôle des drones et de l'artillerie russe. Et donc en fait, les personnels, les marchandises seront transportés par voiture ou par camion. Ce qui montre une fois de plus le contrôle par le feu, par les Russes, des axes logistiques otano-kieviens dès que c'est possible. Et là, en l'occurrence, il s'agit du principal objectif, je pense, de la campagne d'hiver, c'est-à-dire Slaviansk-Kramatorsk. Mais on revient sur la ligne de front, donc on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le nord. À Soumy, il se passe rien. Du côté de Vovchansk, j'ai pas changé la ligne de front, mais la ville est quasiment libérée. Je pense que la semaine prochaine, elle le sera complètement, ce qui permettra aux Russes de reprendre leur progression en direction de Veliki Brulug, d'autant plus qu'ils sont en train de consolider leur position à cet endroit-là. Les Russes se sont emparés de la localité de Figodovka à cet endroit-là, donc sur ma carte précédente, en fait, la ligne était là parce que je croyais que la localité avait déjà été prise. En fait, elle ne l'avait pas été, donc c'est chose faite, ça a été annoncé par le ministère de l'Intérieur. Les otano-kieviens, donc si on en croit non seulement les informations côté otano-kievien, mais également Yuri Podolaka, essaient d'attaquer massivement à grands frais de matériel et d'hommes pour essayer de couper la tête de pont russe autour de Kupiansk. L'idée, ce serait de couper ici et de faire un chaudron à cet endroit-là. Pour l'instant, c'est l'échec complet. Les Russes font comme d'habitude lorsque Kiev contre-attaque, ils se mettent en défense et ils laissent l'aviation russe détruire à coups de bombes planantes tout ce qui dépasse, et également avec toute l'artillerie, toute la puissance de feu des drones dont ils sont capables. Donc pour l'instant, contrairement à ce que raconte Zelensky, ça se passe très mal pour les contre-attaques otano-kieviennes, et les Russes en revanche, eux, continuent à avancer sur toute la ligne de front et à empêcher, en détruisant tous les systèmes de pontons, empêcher en fait si on en croit Vladimir Poutine, 5000 soldats otano-kieviens isolés de ce côté-là, ils doivent être un peu moins nombreux maintenant puisque certains ont réussi à s'échapper, de pouvoir franchir la rivière Oskol. Plus au sud, les combats continuent, donc les Russes, comme on l'a dit, ont pénétré à l'est de Liman, mais là, les combats, évidemment, font rage. Les Russes essaient de contrôler la ligne d'approvisionnement à partir d'ici, donc là, les drones sont en action, non seulement, on l'a dit, vers Slaviansk, mais également vers Liman. Le but, c'est d'isoler les défenseurs, comme d'habitude. Je n'ai pas retiré la punaise de Yampol parce que les Ukrainiens ont contre-attaqué et ont repris une partie au sud de la localité,
mais ce n'est qu'une question de temps. De toute manière, désormais, les troupes otano-kieviennes sont isolées de l'autre côté de la rivière Donetsk. Du côté de Seversk, les Russes auraient réussi à pénétrer à l'intérieur de la forteresse et avoir pris pied au sud de la ville de Seversk. C'est pas 100% confirmé, à suivre donc. Plus au sud, ici aussi, donc les Ukrainiens continuent leur attaque. C'est sans doute dans cette localité-là que Zelensky s'est rendu pour visiter ses petits copains SS d'Azov. Et donc les otano-kieviens continuent les tentatives de contre-attaque vers Rodinskoye, ici dans l'espoir de percer pour pouvoir permettre aux troupes otano-kieviennes de sortir. Pour l'instant, c'est un échec. Et les otano-kieviens contre-attaquent également dans cette direction-là, plusieurs endroits, également dans cette direction-là. Pour l'instant, c'est encore le brouillard de la guerre, donc je n'ai pas bougé la ligne de front. D'après Yuri Podolaka, les Russes tiennent bon. Donc pour l'instant, toutes ces contre-offensives sont un échec. Le chaudron de Pakrovsk-Mianograd se referme. Donc la ville de Pakrovsk est quasiment totalement libérée par l'armée russe. Il y a eu cet épisode assez hallucinant des 2 ou 3, on ne sait pas trop, Black Hawk, ces hélicoptères américains qui rendus célèbres par le film La chute du Faucon Noir en Somalie, ont posé des unités de reconnaissance, des commandos qui ont été gaspillés pour faire un peu de relations publiques à la fois pour Zelensky mais surtout pour Boudanov qui prendrait peut-être bien sa place, donc le chef du renseignement militaire qui s'était déplacé d'ailleurs, alors pas trop près non plus, mais finalement donc l'opération a été immédiatement détectée par les Russes et ça a tourné au fiasco. Et tout le monde se demande pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans une zone qui était plus ou moins contrôlée par les Russes? Je rappelle que selon le renseignement ukrainien, les Russes ont déjà pris pied Grishino à cet endroit-là. Et normalement, ce genre d'opération aéroportée ou héliportée, elle doit être suivie par une offensive blindée, quelque chose de sérieux. Et là, c'est une espèce de coup de main, comme à Hollywood, qui s'est terminé de manière dramatique pour ces malheureux soldats d'élite. C'est vraiment du gâchis, ça fait mal au cœur, même si ce sont nos adversaires. Et donc, pendant que Zelensky et Boudanov jouaient à la guerre, les Russes, eux, ils la faisaient. Ils se sont, comme je l'ai dit, quasiment totalement emparés de Pakrovsk. Et ils ont quasiment fermé la seule voie de sortie pour la localité de Myrnograd. En tout, cette agglomération-là faisait 100 000 habitants, 60 000 pour Pakrovsk, comme ma bonne ville de Troyes, et 30-40 000 du côté de Myrnograd. Le couloir pour sortir est estimé en largeur entre 800 mètres et 1 km 40, ça dépend des appréciations. Donc évidemment, tout ça est sous le contrôle des drones, de l'artillerie, et les Russes ont commencé la chasse également dans la zone de Myrnograd. Même le journal Le Monde, le très gauchiste pro-ukrainien journal Le Monde, dit que finalement l'affaire devait être réglée dans les 2 semaines, malgré les déclarations délirantes de Sun Zelensky qui se prend pour un grand chef de guerre. Plus à l'ouest, par rapport aux dernières semaines, le front a moins bougé, mais on peut quand même souligner la prise de Novo-Alexandrovka par les Russes, et donc qui avance en direction de Gaï et de Alexandrovka ici, de Danilovka ici. L'idée, évidemment, c'est de couper physiquement la ligne d'approvisionnement de Gouliapol, même si là, à cette distance-là, évidemment, qu'avec les drones et l'artillerie, voilà, on est à 4 km, les Russes ont déjà pris le contrôle opératif de cet axe. Du côté de Stepnogorsk, donc en direction de la ville de Zaporozhye, donc qui fait, je rappelle, désormais partie du territoire russe constitutionnel, les Russes avancent lentement, mais ils avancent tout de même du côté de Stepnogorsk et en direction de Primorskoye à cet endroit-là. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière, voilà où nous en sommes au jeudi 6 novembre 2025. Cette carte sera disponible pour nos abonnés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. C'est important, encore une fois, parce que vous voyez, le Macron prépare bien sûr des lois pour imposer la censure. La censure existe toujours sur YouTube. On vient d'en faire malheureusement encore une fois les frais. Donc on combat, mais pour ça, il faut que vous fassiez un effort. Donc il faut vous inscrire sur Telegram, il faut vous inscrire sur X. Il faut vous inscrire sur Odyssey, sur Rumble. N'hésitez pas à aller commencer à regarder les vidéos, à les faire suivre le plus possible sur tous vos réseaux sociaux. Je compte sur vous. En tout cas, en attendant, les nouvelles, comme vous le voyez sur le front, sont excellentes. Les nouvelles en général sont bonnes. Donc tenez bon, courage, on les aura.